Salut les marins de haute mer, les marins d'eau douce et surtout les grands navigateurs passionnés des réseaux. Bon, ce n'est pas facile de former l'esprit d'un président de la République, c'est-à-dire du gardien de notre Constitution. De cette Constitution dont De Gaulle disait qu'elle est trois choses, un esprit, des institutions et une pratique. Regardez, les professeurs de droit ont discuté inlassablement de nos institutions, sans pouvoir d'ailleurs définir la nature de notre régime. Les historiens ont raconté inlassablement la pratique au demeurant variable de chacun de nos 8 présidents de la République, mais quel philosophe s'est occupé de l'esprit de notre Constitution, qui en dernière analyse n'est rien d'autre que l'esprit de son président. Même si Sciences Po y prétend un peu parfois, il n'y a pas d'école de président de la République. Et d'ailleurs, le concours serait bien trop difficile. Il faudrait trouver un Aristote pour Alexandre. Mais ni l'un ni l'autre n'existe, et d'ailleurs, l'Aristote moderne n'a pas le temps, et l'Alexandre moderne n'écoute plus. Tout ce qu'on peut faire, c'est une petite formation accélérée, là, pour candidats, et la partager pour que nous autres, les électeurs, puissions élever notre niveau d'exigence. Alors, ne cédez rien. Compliquez la tâche de tous les candidats. Demandez-leur, sans concession, de nous présenter explicitement leur philosophie présidentielle. Et puis, si ces petites notules de philosophie présidentielle peuvent aider, alors tant mieux. Pour cette deuxième notule, justement, de philosophie présidentielle, étant toujours en escale à Gaète, je me suis transporté avec beaucoup d'émotion, je dois vous le dire, au musée diocésain, où est conservée une œuvre extrêmement précieuse. C'est la bannière du navire amiral de la flotte pontificale victorieuse à la bataille de Lépante de 1571. Voilà, ce que vous voyez derrière moi, ce n'est pas un tableau, mais c'est un drapeau. Alors, je devine que les meilleurs de mes étudiants me voient venir. En effet, je vais vous parler de la situation actuelle en Méditerranée orientale, de la défense européenne, de la décision du président Macron d'envoyer le groupe naval et aéroporté du Charles de Gaulle à proximité de Chypre. Et on va essayer de faire ça à un niveau stratosphérique. Donc, restez attentifs, je vous le promets, le meilleur est pour la fin. Alors, nous sommes en 1571. Qu'est-ce que c'est que la bataille de Lépante? C'est le moment de sursaut de nations européennes qui décident, sous l'autorité du pape, de mettre un terme à l'expansion ottomane. Les Turcs avaient pris Constantinople en 1453. Ils étaient arrivés dans toute l'Afrique du Nord jusqu'à Alger, et en 1570, le sultan Sélim II prend Chypre. C'en est trop. Si Chypre était prise, c'en était fini de la liberté de circulation des navires européens en Méditerranée orientale, qui étaient déjà lourdement taxés. Ils le seront d'ailleurs jusqu'au XIXe siècle. On sait comment ça a fini. Le pape Pie IX rassemble Venise, Gênes, l'Espagne, la Maison d'Autriche, de nombreuses principautés italiennes,
l'ordre de Malte, des soldats d'innombrables familles nobles européennes, et rassemble le tout dans ce qu'il appelle la Sainte Ligue. C'est une flotte de plus de 200 galères qui est mobilisée avec plus de 80 000 hommes qui viennent affronter à Lépante, dans le golfe de Corinthe, les 230 galères turques servies par 90 000 hommes. L'amiral chrétien, c'est le sublime Don Juan, Don Juan d'Autriche, qui a 24 ans, il est le fils naturel de Charles Quint, et en face de lui, il y a l'amiral turc Ali Pacha. Le 7 octobre 1571, donc à Lépante, les galères se jettent les unes sur les autres dans un épouvantable fracas sur une mer de sang. On compte 25 000 morts côté musulman et 7 500 côté chrétien. On doit toujours le rappeler à l'occasion, notre grand Cervantes, l'auteur du Don Quichotte, l'inventeur du roman moderne, était là et il y perdit d'ailleurs l'usage de la main gauche. Bon, les chrétiens finissent par gagner et, avantage non négligeable de la victoire européenne, 15 000 esclaves chrétiens enchaînés par les Turcs au fond des galères furent libérés. Et donc aujourd'hui, nous pouvons être là devant cette bannière qui flottait sur le navire amiral et qui est précieusement conservée. Alors que montre-t-elle ? Elle représente le Christ en croix avec Saint Pierre et Saint Paul de chaque côté, et en bas il y a l'inscription constantinienne, In hoc signo vinces, sous ce signe tu vins, sous ce signe tu vaincras, sous le signe de la croix tu vaincras. C'est depuis 313 la devise qui scelle l'alliance entre l'Empire et le catholicisme, Dieu ayant promis la victoire à Constantin s'il se convertissait. Je précise d'ailleurs que la bannière prise aux Turcs, celle qu'arborait la galère Sultana, a été rendue par Paul VI en 1965 à la Turquie dans un geste de réconciliation. Oui, l'histoire dure longtemps. En fait, l'histoire ne finit jamais. Bon, c'était un beau geste de la part du pape, mais je ne suis pas sûr qu'on fasse bien la paix en bradant nos anciennes victoires et le sang de ceux qui sont morts pour elles. Mais c'était l'époque où on croyait que la Turquie entrerait dans l'Europe et on avait besoin d'elle dans l'OTAN en face de la Russie soviétique, comme aujourd'hui, quoiqu'elle joue un double jeu en face de la Russie de Poutine. Bon, enfin, même les papes peuvent se tromper, surtout avec une nation, malheureusement pour elle et pour son élite, qui est claquemurée dans le négationnisme du génocide arménien. Mais passons, c'est de la France dont je veux vous parler aujourd'hui, et avec une question essentielle. La voilà. La France ne faisait pas partie de la Sainte Ligue. Et pourquoi ? Évidemment parce que François Ier avait fait alliance avec Soliman le Magnifique. François Ier avait eu l'audace de sceller en 1536 une alliance de revers avec les Turcs contre les Habsbourg. C'était, après la défaite de Pavie, le seul moyen de desserrer l'étau des Habsbourg sur la France. On a la politique de sa géographie. Et cela avait scandalisé toute l'Europe, évidemment, toute l'Europe chrétienne, qui appelait cette alliance franco-turque l'alliance impie. Mais le génie de nos rois, la raison d'État avait primé et elle avait été confirmée par le fils de François Ier, Henri II, son petit-fils Charles IX et Catherine de Médicis qui tenaient les rênes alors de la France. La France restait neutre. Elle refusait d'entrer en guerre contre les Turcs. Alors, vous voyez
que les termes de notre équation politique présidentielle commencent à se mettre en place. Certains disent ou pensent tout bas, en tout cas aujourd'hui, en simplifiant outrageusement l'histoire, que la France, fille aînée de l'Église, a trahi la chrétienté, qui était déjà divisée, et pas étonnant qu'elle ait été le pays de la Révolution, et pas étonnant qu'ayant fait alliance avec l'islam, elle devienne un jour elle-même islamique. Et ce sera bien fait pour elle. D'autres, au contraire, et c'est cela qui m'intéresse, pourraient penser que la France, justement, est le pays dont la philosophie publique est originairement opposée à la montée aux extrêmes, sacralisée, du conflit entre chrétiens et musulmans. La France est le pays qui refuse la guerre sainte avec les musulmans et qui, en retour, demande qu'ils ne lui fassent pas un djihad. Elle est le pays du dégonflement théologico-politique. Alors, bien sûr, des fanatiques à l'ignorance crasse, mais qui ont un flair très fin pour renifler ce qui s'oppose le plus à eux, ont bien compris que c'est cet esprit français, c'est cette nonchalance religieuse française qui les menace le plus. Et c'est pourquoi, justement, ils rêvent d'un djihad contre la France, et d'ailleurs, pas seulement contre ses infrastructures matérielles. En réalité, ils rêvent de s'en prendre aux structures mentales françaises, et tout particulièrement à cette religion de l'honnête homme français qui traite tranquillement ses affaires avec le ciel, dans une confiance sereine, sans un zèle excessif ou des pratiques ostentatoires. Autre parenthèse, pour les politistes, s'il y en a qui me suivent, je dis que je fais très consciemment ce que je fais. Je produis des concepts, comme par exemple la nonchalance religieuse, pour déplacer la sémantique complètement minée, par exemple, de la laïcité. J'espère donc qu'ils me suivent mot à mot. Alors, cet esprit français, bon, il est déjà fortement atteint. Soit on fait mine d'adorer l'islam, qui n'en demande pas tant, soit on le hait en croyant défendre l'identité du pays, mais en se trompant sur lui, soit on se tait, paralysé par la peur. Mais personne ne pratique cette philosophie du dégonflement théologique qui, au demeurant, séduirait, j'en suis sûr, bon nombre de nos concitoyens de confession musulmane si on venait les justifier dans leur tranquillité. Par exemple, je donne un exemple. Par exemple, même à un niveau avancé, mes étudiants ne savent pas ce que c'est qu'un bigot. Le mot a disparu, ou la bigoterie, au lieu de parler d'intégrisme. Après tout, l'intégrisme pourrait être la qualité de l'homme intègre. Le pouvoir d'évocation présidentielle pourrait remettre en usage ces mots de bigoterie, de tartufferie. Quand le langage est en ruine, c'est la politique qui s'effondre. Or, pensez cette désacralisation du conflit, ou pour le dire autrement, cette rationalisation du politique. C'est très important aujourd'hui où, justement, en Méditerranée orientale et dans le Golfe arabique, tout un chacun croit se battre pour Dieu. Pour Dieu. Les Iraniens et leur théocratie, l'extrême droite religieuse israélienne qui se croit justifiée dans une guerre messianique totale, le Hezbollah où l'on tue allègrement au nom d'Allah, et les Américains qui ont un chef de guerre en Donald Trump qui se prend pour Jésus. Non mais c'est dément. Si j'étais Dieu, ce qu'à Dieu ne plaise, je deviendrais là-bas un vrai fou allié.
Alors justement, moi, je suis français, et la France est le seul pays qui peut échapper au théologico-politique. Elle est par excellence, dans son soubassement philosophique, le pays de la raison. Le vieux pays qui sait raison garder. Voilà ce qu'il devrait y avoir dans l'esprit du prochain président de la République française. La raison. Ça paraît évident, hein, mais il fallait le dire, et surtout le fonder. Mais je vais vite. Je reviendrai un jour sur la question religieuse qui demande de plus grands développements. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, devant cette bannière militaire, c'est Chypre. Et c'est la défense européenne. Oui, la France n'était pas dans la Sainte Ligue en 1572. Mais, en mars 2026, quand Chypre a été attaquée par des drones iraniens, cette fois, la France a été là, sur ordre du président de la République, chef de nos armées, ayant décidé de projeter le groupe naval et aéroporté du Charles de Gaulle au large de Chypre. Le Charles de Gaulle, qui était en mer Baltique, a fait en une dizaine de jours les 3000 ou 3500 000 marins avec tout son support pour se poster en défense de Chypre. Alors, ce n'était pas contre la Turquie, hein, qui, rappelons-le, néanmoins occupe illégalement une partie de l'île, mais la France était là, en navire amiral, cette fois, de forces italiennes, espagnoles, hollandaises et bien sûr grecques, pour protéger Chypre. Parce que, comme l'a dit le président Macron, lorsque Chypre est attaquée, c'est l'Europe. C'est l'Europe qui est attaquée. Alors voilà. Est-ce que dans son concept philosophiquement supérieur, l'Europe, ce ne serait pas la Sainte Ligue, paradoxalement convertie aux idées françaises, qui refuse la sanctification de la guerre, mais qui est capable de la faire? Il n'y a pas de croix dans le ciel, parce qu'une croix doit servir à autre chose. Il n'y a plus le signe de Constantin, mais l'Europe fait ce que la Sainte Ligue a fait. Elle est capable de défendre son empire. Et c'est là que se pose la question. Hein, qu'est-ce qu'une puissance sans la foi? Tout le monde parle de l'Europe puissance, en gonflant de manière assez désagréable d'ailleurs les muscles, au demeurant sur une notion sans définition. Inoc signo vinces. Sous quel signe voulons-nous vaincre si ce n'est pas la croix? Et remarquez que ce n'est pas moi qui pose la question, c'est J.D. Vance, hein, le vice-président américain, qui l'a posée à la conférence de sécurité de Munich, avec un mépris sans borne pour les Européens. À quoi croyez-vous, nous demande-t-il, vous autres Européens rongés par le relativisme et le multiculturalisme? Nous répondrons en Européens, pas en Américains. Nous remercierons beaucoup M. Vance de sa sollicitude intellectuelle. Mais nous lui dirons aussi que notre foi est peut-être d'une complexité qui lui échappe, mais qu'elle n'en est pas moins profonde, disponible, inépuisable réserve d'énergie de haute philosophie. Pour le faire comprendre facilement, je finirai en montrant deux images, deux représentations de Lépante. La première, c'est le plafond peint du palais Colonna à Rome.
vous voyez dans le chaos le choc des puissances qui se disputent la Méditerranée et ces anges qui donnent la victoire au vice-amiral Marc-Antoine de Colonna. C'est le spectacle baroque de la guerre. Et maintenant, regardez l'image peinte par l'ultra-élégant artiste américain qui vint finir ses jours à Gaète et qui, comme tant d'Américains, sentait qu'il ne pouvait pas accomplir son humanité sans revenir en Europe, je veux dire Cy Twombly. J'ai écrit son nom dans la description du poste pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Pour moi, Cy Twombly fait partie de ce groupe des plus chics des dandys parmi les dandys. Vous savez, ils sont précieux pour notre civilisation. Ces animaux rares, ces personnages ultra raffinés, même si leur élégance les retire du monde. Alors, regardez, il a fait 12 toiles de ce genre qui s'appellent Lepanto et qui sont conservées à Munich. Voilà ce que devient la bataille de Lépante. Évidemment, les snobs qui n'y comprennent rien et qui font semblant d'aimer ces gribouillis d'enfants, maintenant qu'ils savent que ça vaut entre 50 et 70 millions de dollars, disent « Ah, c'est joli !» bon. Et ce sont eux qui gâchent tout. Car ces tableaux, dans le genre du dérisoire, cher à Twombly, nous parlent dramatiquement de l'Europe. Il n'y a plus de bannières, plus d'anges pour donner la victoire. On ne sait presque plus qui est l'ennemi et qui est l'ami. Mais néanmoins, nos galères continuent de naviguer. La bataille de Lépante continue et sa victoire explose en couleurs sur l'espace de la toile qui, comme la Méditerranée orientale, ne nous sera jamais fermée. Nous continuons à des niveaux toujours supérieurs l'aventure européenne et Chypre ne sera jamais abandonnée. Nous n'avons pas besoin d'ériger la croix pour faire la guerre, car elle doit servir la paix, la croix. Nous n'avons pas non plus envie d'une guerre de religion contre le croissant. Mais nous sommes là, Européens sophistiqués et riches de culture, d'espoir, de souvenirs, habités de raison dans un monde de fous, mais prêts à nous défendre passionnément s'il le faut. Donc oui, voilà comment le souvenir de Lépante habitera, je l'espère, la défense européenne et occupera, je l'espère, l'esprit du prochain président de la République. Allez, hommage de marin à marin devant cette bannière quand même sacrée, hommage du modeste Matakiterani au Charles de Gaulle et aux marins du groupe naval et aéroporté. Salut les marins de haute mer, les marins d'eau douce et salut les navigateurs passionnés des réseaux.